big day today. The bill passed, and I think it's going to do very well in the House. Happy about it. I've met with individuals and groups all day long, as has the president, who's fully engaged as well, trying to convince everybody this is the very best product that we can produce. This big, beautiful bill, well, if beauty is in the eye of the beholder, then you, GOP, you have a very blurred vision of what America is about. This bill is a deal with the devil. It explodes our national debt. It militarizes our entire economy, and it strips away health care and basic dignity of the American people for what? To give Elon Musk a tax break and billionaires the greedy taking of our nation. Ouais, Donald Trump l'appelle sa grande et belle loi sur le budget. Il veut qu'elle soit adoptée le 4 juillet, jour de la fête de l'indépendance. Après être passé de justesse au Sénat, le projet de loi est maintenant à la Chambre des représentants. Mais est-ce qu'il sera adopté à temps? Il y a plusieurs républicains qui sont récalcitrants et Donald Trump a tenté en personne de convaincre les plus hésitants. Pour en parler, je joins Piotr Smolar, correspondant à Washington pour le quotidien Le Monde. Piotr, bonsoir. Bonsoir. Donc, cette grande et belle loi, là, je reprends l'expression de Donald Trump, je le disais, passée de justesse, amendée au Sénat, donc retourne à la Chambre des représentants et là aussi, ça s'annonce serré. Est-ce qu'il y a un scénario dans votre tête, Piotr Smolar, un scénario envisageable où le projet de loi ne serait pas adopté, serait défait à la Chambre des représentants? Pour l'instant, le brouillard règne. Il y a énormément de tractations, de conciliabules au Congrès. On ne sait pas exactement combien d'élus républicains sont vraiment décidés à s'opposer à ce texte. Permettez-moi juste de formuler un certain scepticisme sur ces critiques très outragées contre le texte, ceux qui protestent contre les modifications introduites par le Sénat, ceux qui protestent contre l'idée même d'un long texte législatif mélangeant beaucoup de sujets. Pourquoi? Parce qu'on a vu depuis 6 mois que les élus républicains au Congrès ont accepté d'être en quelque sorte châtrés, d'être privés de leurs prérogatives traditionnelles par la Maison-Blanche. On l'a vu quand la Maison-Blanche a présenté par exemple des candidats extrêmement douteux pour des hauts postes dans l'administration, comme Kash Patel au FBI ou Pete Hegseth au Pentagone. Ces élus-là ont soi-disant protesté en coulisses et ils ont fini par accepter. De la même façon, au Sénat, on s'attendait à ce que sur le texte, le Big Beautiful Bill, qu'il y ait une rébellion. Qu'est-ce qui s'est passé? En vérité, les sénateurs sont allés encore plus loin que la Chambre et ont durci certains aspects du texte. Et je pense notamment à Medicaid, à la couverture médicale pour les plus vulnérables. Donc, on verra ce qui se passera. Une surprise n'est jamais complètement impossible. Mais à mon sens, il y a quand même une distance entre les critiques émises à l'oral et les conséquences au moment du vote. Et ce serait quand même assez surprenant qu'ils le défient là-dessus, parce qu'ils n'ont jamais osé le défier depuis son deuxième mandat à Donald Trump. Et là, on parle vraiment d'une pièce maîtresse. C'est son programme économique qui est devant la Chambre des représentants en ce moment. Mais vous l'avez dit, on a entendu des critiques. On a entendu des critiques de la part de républicains, notamment sur la question du poids de la dette. Et aussi, il y a des républicains qui craignent l'impact chez l'électorat avec ces compressions dans Medicaid. Est-ce qu'à moyen terme, ça pourrait avoir un effet boomerang pour le parti, que la dette augmente, que ça passe mal chez une partie de l'électorat? Eh bien, les républicains, évidemment, se rendent compte du caractère explosif de certaines mesures, en particulier en ce qui concerne la couverture médicale et aussi le vaste programme d'aide alimentaire, vous savez, qui ici concerne 42 millions d'Américains. C'est absolument gigantesque. Et c'est pourquoi certains des aspects les plus controversés, les plus délicats n'entreront en vigueur que après les élections de mi-mandat, c'est-à-dire à compter du début de l'année 2027. C'est la petite subtilité qu'ont prévue les Républicains. La priorité pour la Maison-Blanche, c'est quoi? C'est que le chapitre fiscal entre en vigueur le plus rapidement possible, c'est-à-dire dès début de l'année prochaine. Pourquoi? Parce que c'est la partie la plus plaisante, la plus séduisante dans leur présentation des faits, c'est-à-dire des baisses d'impôts très importantes, y compris des mesures comme la défiscalisation des heures supplémentaires ou bien la défiscalisation des pourboires. Et donc la Maison-Blanche pense que cet aspect-là rend en quelque sorte le texte plus digeste pour une majorité d'Américains et que par conséquent
conséquences politiques seront très modérées parce que la pilule la plus amère ne sera absorbée qu'une fois les élections de mi-mandat passées. Mais ces réductions d'impôts dont vous parlez, elles touchent, oui, la classe moyenne, mais pas que la classe moyenne, la classe plus aisée aussi va en bénéficier. Ah oui, toutes les expertises qui ont été faites pour l'instant de ce Big Beautiful Bill, qui est quand même, rappelons-le, un texte de 900 pages qui mélange plein de sujets différents, la politique migratoire, le budget du Pentagone, les questions fiscales, Medicaid, c'est vraiment la grosse pagaille, ce texte législatif. Eh bien, toutes les expertises qui ont été faites sur le volet fiscal montrent, et vous avez tout à fait raison de le dire, que ce sont les plus aisés qui en profiteront le plus. Il n'y a aucun doute là-dessus, et malgré la propagande, les discours officiels de la Maison-Blanche, c'est une réalité indubitable, c'est celle des chiffres. Et ces chiffres-là, parce que les chiffres parlent aussi, vous le dites bien, les réductions d'impôts vont alourdir le poids de la dette. C'est des réductions d'impôts qui se font à crédit, Piotr Smolar. Oui, rappelons-le, la dette américaine a littéralement explosé depuis 10 ans, et ce n'est pas seulement l'effet du Covid, c'est l'effet de différents plans très dépensiers qui ont été votés sous l'administration Biden, mais aussi évidemment sous les différentes administrations républicaines. Et on arrive à une situation où la dette aujourd'hui approche les 36 000 milliards de dollars. Or, ce projet-là risque d'ajouter à minima 3 500 milliards de dettes. Donc c'est absolument gigantesque. Et c'est vrai que je me souviens, puisque j'étais ici à Washington, je me souviens quand, sous l'administration Biden, les élus républicains à la Chambre, en particulier les membres du Freedom Caucus, mais hurlaient dans les couloirs en disant comment encore des textes incroyablement dépensiers, c'est l'avenir de nos enfants qui est compromis. Eh bien aujourd'hui, ces mêmes élus finalement acceptent un projet qui est absolument gigantesque, fourre-tout et également aussi dépensier, aussi grave du point de vue de la dette nationale. Et vous avez parlé de l'impact politique, mais si on regarde froidement les finances, est-ce que le poids de la dette pourrait devenir un problème financier pour les États-Unis, purement financier? Financer la dette, est-ce que ça pourrait devenir difficile à faire éventuellement? Alors c'est un sujet qui divise les experts. Il faudrait quand même un enchaînement de circonstances extrêmement défavorables, et par exemple une entrée en récession. Le dernier chiffre de la création d'emplois n'est pas bon, et c'est pour la première fois depuis très très longtemps aux États-Unis. Mais pour l'instant, l'inflation reste très modérée. Par conséquent, on va dire que tous les signaux ne sont pas du tout au rouge, que pour l'instant, Donald Trump a plutôt tendance à accumuler les victoires politiques, et qu'il faudra voir davantage sur le long terme si effectivement il y a un renversement de tendance économique aux États-Unis. Et vous nous avez mis en garde de ne pas nécessairement croire à la lettre la grande indignation de certains membres de la Chambre des représentants. On suivra quand même l'issue de ce vote. Piotr Smolar à Washington, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.